mis à part si vous avez vécu dans une grotte comme ma scène depuis quelques semaines, où vous avez voyagé sur la planète Mars, ce qui est quand même pas le cas pour le commun des mortels, un phénomène littéraire qui ne vous aura pas échappé depuis quelques semaines. Et j'ai grand bonheur à rencontrer ce phénomène, Xavier Leclerc. Bonsoir Samia, je suis ravi de cet échange ce soir. On va Oui, être à l'aise oui. et je suis vraiment de tout cœur avec toi dans ce partage parce que d'abord c'est un honneur que tu me fais. Je suis très attentivement, comme beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, tes interviews. Donc, me retrouver moi de l'autre côté du miroir, c'est un véritable honneur que tu me fais. Tu me parles de phénomène, eh bien, je te renvoie le compliment et je suis ravi de commencer cet échange avec toi. Je sais on se tutoie parce on a tout de suite connecté quand on s'est Un coup rencontrés de la première cœur. fois. Un vrai C'est un coup de coup de cœur, je cœur. pense. Ouais. Les gens qui lisent ton troisième roman, deuxième en tant que Xavier Leclerc, ton troisième roman, en sont tous bouleversés, retournés. Il suffit pas d'avoir un passé commun, une histoire commune pour être sensible à ce que tu nous racontes. C'est qui cet homme sans titre et cette photo d'un monsieur avec lequel tu as quand même beaucoup de traits de ressemblance? C'est mon père, Mohamed Saïd Aït Taleb. C'est l'histoire de sa vie que je retrace. Il est né en 1937 en Algérie et Albert Camus, quand il a 25 ans, en 1939, se rend en Kabylie, dans ces hameaux très très pauvres et il va vivre avec les Kabyles pendant 10 jours. Il va écrire donc une série d'articles qu'il va intituler Misère de Kabylie et il va décrire chiffre à l'appui cette misère extraordinaire. Et dans la description très intense de cette misère, il évoque ces enfants qui se battent pour des restes contre des chiens errants. Et vraisemblablement, parmi ces enfants, il y avait mon père. Et donc, cette série de lettres m'a fait l'effet cette série d'articles, joli lapsus, m'a fait l'effet justement de lettres écrites à un ami que je découvrais 80 ans plus tard. Et donc, j'apprends ou j'entends de nouveau par mes souvenirs, à travers ce témoignage, qu'effectivement les Kabyles survivaient en mangeant des racines. Et je trouvais ça bouleversant de se dire qu'un homme qui s'est déraciné a mangé des racines pour que nous puissions ensuite s'enraciner. Et je pensais que ça méritait d'être raconté. Un homme sans titre, ce qui était le Oui. cas de mon père, c'est à travers lui, parce que c'est de la littérature, ce n'est pas seulement un témoignage de type sociologique, c'est vraiment l'archétype de tous ces hommes comme lui qui sont arrivés en France, qui ont fait ce qu'ils ont pu pour survivre et qui ont tous en commun une immense dignité, qui ont tout donné pour que leurs enfants aient accès à l'école. Je parle beaucoup de gratitude, on reviendra sur le sujet probablement. Bien sûr, bien Euh, sûr. et je pensais qu'il était temps de leur rendre la politesse et de les remercier à notre tour en leur rendant un hommage. Et cet homme sans titre, c'est pas un homme sans dignité, c'est au contraire un homme qui ne s'est jamais plaint et qui pourtant n'a jamais dit un mot de travers, lui qui avait connu par exemple la torture en Algérie, qui n'a jamais dit un mot de travers sur la France. Et, et je trouve que c'est une immense leçon d'amour et de dignité et que je souhaitais partager à l'occasion de ce récit. D'autant plus que ton père est décédé, il n'aura pas eu écho de Non, la sortie de ce livre. Tu aurais voulu qu'il sache au moins que au travers j'ai de l'in- tes récits. Oui. j'ai l'intime conviction qu'il est parfaitement au courant, là où il est. Euh, j'ai expliqué ça à un journaliste dans la jolie cour de Gallimard qui me disait comme ça, très, très froidement, très mécaniquement, ça vous fait quoi d'être là? Et, et je lui ai dit, mais je ne suis jamais seul. Partout où je vais, je ne suis jamais seul. Et je n'écris jamais seul non plus. Et ma réussite, ce n'est pas ma réussite, c'est la réussite de tous ces fantômes qui sont autour de moi. Et la voix que vous lisez quand vous lisez mes livres, c'est avant tout une voix qui est nourrie de ces fantômes. Je ne suis que leur scribe, leur taleb, leur clerc. Et je suis là à leur service, en réalité. Je pense que le rôle de l'écrivain, c'est de donner, pour reprendre les mots de Camus, euh, une voix à ceux qui subissent l'histoire. Ton père vient juste après la guerre d'indépendance, c'est ça? Et Oui, c'est vraiment un sacrifice hein, qu'on évoque pour tous ces gens dont la seule préoccupation était d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants. oui, et qui avait une très haute idée de la France. Mon père faisait partie de ces hommes, du reste, je l'ai souvent entendu à travers d'autres témoignages, il faisait partie de ces hommes qui disaient, au sujet de ceux qui l'ont torturé, que ce n'étaient pas des vrais Français, ceux qui ont fait ça.
C'est dire à quel point il avait, alors qu'il n'a jamais été à l'école, il s'était imprégné de cette notion de la France. D'abord, ce ne sont pas des frontières, c'est une idée, c'est un projet universaliste, c'est une série d'envie, d'humanisme et de panache. Et il y a quelque chose de très, je parle de mon enfance et de l'amour que j'ai pour la littérature et notamment des Trois Mousquetaires. Mais mon père, c'était vraiment un mousquetaire à sa manière, lui aussi. Il croisait le fer contre la misère, et c'était déjà beaucoup. Mais il avait lui aussi beaucoup de panache, un sens de l'honneur aussi, un sens du devoir. Et ce sont des mots qui paraissent très archaïques aujourd'hui, heu, alors que c'est l'histoire de ces vies, vraiment très altruistes, très sacrificielles. Je rends aussi hommage à Charles de Foucault dans le livre, très et je pense à Charles de Foucault, pourquoi? Parce que c'était un homme extraordinaire qui, voulait toujours la dernière place, disait-il. Et ça m'a fait penser à mon père, à tous ces immigrés qui n'ont pris toute leur vie que la dernière place. Ils ont rasé les murs toute leur vie. Ils Mmh. avaient peur des autorités, ils avaient peur de la police. C'est aussi un livre sur la mémoire de la guerre. La guerre ne nous quitte jamais quand on l'a vécue. Et le propre de ceux qui ont vécu la guerre, c'est qu'ils ne la comprennent pas. Euh, Ils la subissent, ils la vivent, ils la subliment, ils la refoulent, mais ils ne la comprennent pas. Ils n'en racontent que des éclats, comme des éclats d'obus qui sont logés dans nos crânes. Et donc, ça donne des hommes traumatisés qui vont raser les murs toute leur vie et qui vont transmettre cette émotion en héritage aux nouvelles générations. Et donc, c'est un livre sur la mémoire collective. On me dit souvent, mais c'est sur l'histoire de l'Algérie. Mais je renvoie la politesse aussi en disant, c'est tout autant l'histoire de la France. Il n'y a pas un Français ou une famille française qui ne soit pas concernée par la relation coloniale, par le passé colonial. La colonisation, c'est faite à deux. Il y a ceux qui la vivent, ceux qui la subissent, ceux qui la font, ceux qui la nourrissent, ceux qui en vivent, ceux qui en meurent. Euh, c'est une relation vivante, c'est un tissu comme ça en mouvement. Et l'ambition de mon œuvre littéraire, c'est de raconter cette saga sur presque 2 siècles, bien après l'indépendance, puisque j'estime que finalement, même après 62, l'histoire de cette relation se continue encore aujourd'hui. Un des indicateurs de cette continuité heureuse ou malheureuse, c'est que parfois, on nous renvoie à ses origines, quel que soit le nombre de générations. Je pense aux petits jeunes d'aujourd'hui, encore bien plus jeunes que moi, qu'on renvoie encore à la question de l'immigration, comme si on ne pouvait pas être tout à fait français. À quel moment euh, on devient-on vraiment français? Et l'objet de ma littérature, je fais aussi référence au livre précédent, 120 francs, qui raconte Oui. l'histoire de mon arrière-grand-père qui est mort dans les tranchées à Verdun, qui s'appelait Saïd Aït Taleb. Quand j'ai raconté l'histoire de Saïd, ce que je voulais raconter à travers lui, c'est la vie de ces tirailleurs qui sont morts pour la France et qui ont mêlé leur sang littéralement au sol français. On parle du droit du sol, du droit du sang. Lui, il nous a offert les deux. Heu et 100 ans plus tard, je me suis interrogé sur ce que c'est qu'être français aujourd'hui. J'ai aussi voulu rendre hommage dans Un homme sans titre, cette fois-ci, à mon grand-oncle Moussa. Moussa, ce qui veut dire Moïse, le libérateur, et je pensais que c'était intéressant de s'appeler Moussa. Pure coïncidence, hein. Je pensais intéressant qu'il s'appelle Moussa pour un libérateur. Et donc il meurt en 40 pour la France, vraiment dès le début, contre l'invasion allemande. Et je pensais à lui, à travers eux, à tous ces hommes vraiment sans titre, dans la mesure où ils n'ont aucune considération et ils ont été broyés par l'histoire, par la grande histoire. Je Mmh. voudrais aussi mettre un petit éclairage sur une notion particulière. On m'a souvent dit, votre père a été écrasé par la France et la France vous a élevé. Je tiens à signaler une chose très simple. Mon père n'a pas été écrasé par la France. Il a été écrasé par l'injustice du système colonial et par un capitalisme sans limite. Voilà ce qu'il a écrasé. Ce n'est pas la France. L'Algérie n'a pas souffert de la France, l'Algérie a souffert d'un manque de France. Nous n'avions pas les mêmes droits, nous, indigènes, que les métropolitains, que les Français. Et donc, nous avons vécu une injustice fondamentale et dès le départ, qui nous a amenés à la guerre d'indépendance. Mais fondamentalement, le problème, ce n'était pas la France. Beaucoup aspiraient à ce mariage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la population rêvaient de devenir français. Et, et c'est un rendez-vous manqué. C'est une tragédie. Et j'espère que notre génération et que ce livre va contribuer à ce dialogue pour apaiser les mémoires et peut-être s'envisager de nouveau
au lieu de se dévisager. J'ai reçu des milliers de messages sur les réseaux sociaux de lecteurs et de lectrices qui se disent bouleversés par le livre parce qu'ils se sont retrouvés. Ils Mmh. ont retrouvé leur histoire. Ils m'ont remercié, beaucoup m'ont remercié parce que justement, ils avaient affaire à des parents, à des pères qui ne leur ont pas donné les mots pour comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ça la force de la littérature. C'est de se placer à cet endroit où on ne juge personne, Oui, et c'est d'épouser l'universel et de se dire on est avant tout un être humain, avant d'être un Algérien ou un Français, ou les deux. oui, On est un être humain et on vit et on subit souvent l'histoire avec un grand H. Et cette nouvelle génération a soif de comprendre ses racines, a soif de comprendre son avenir. Parce qu'avant de nous léguer un passé, nos pères se sont interrogés sur l'avenir qu'ils voulaient nous léguer. Pas pour rien qu'ils voulaient nous envoyer à l'école. Leur obsession, c'était notre futur, pas tant notre passé. mmh, C'est la nouvelle génération qui tombe dans ce piège identitaire du passé. Alors le passé, il faut l'aborder, il faut le creuser, il faut mettre des mots dessus, mais pour mieux rebondir vers l'avenir. Il ne faut pas tomber dans l'écueil d'un piège, d'un passé qui devient un piège en fait. Euh, et ce livre, j'espère, est une porte ouverte vers l'espoir, vers l'avenir. Moi, j'ai envie que les jeunes, en sortant de cette lecture, et les moins jeunes d'ailleurs, aient envie d'aller vers l'autre, aient envie de dépasser toute forme de ressentiment. C'est aussi un hommage à la littérature française, à la littérature tout court, euh, à la beauté de la langue française, à la capacité d'imaginer aussi. Et je dis souvent que une des raisons qui m'a fait tant aimer la langue française, c'est la langue kabyle. Euh, C'était la langue qu'on parlait à la maison, avec mes parents, et on ne parlait pas le français du tout. Il n'y avait pas de livre, à la maison à part les pages jaunes, comme je le dis dans le livre. Et donc, l'amour de la langue kabyle et du berbère en général m'a tellement donné à apprécier les couleurs, les nuances, la musicalité, que fatalement, ça ne pouvait être qu'un mariage heureux avec la langue française. Et du reste, les 2 se complètent très, très bien. Hem Donc, je tenais à rendre hommage aussi à ce trésor-là, parce que quand on dit un homme sans titre, ce n'est pas un homme sans trésor. oui. Il a apporté avec lui sa langue, Sans son culture, regard, c'est pas sa oui, c'est pas culture. un homme oui, c'est pas un homme sans culture non plus, c'est quelqu'un de Oui, et tradition, de dignité, de oui, avec un regard très poétique. Vous savez, c'est comme Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Mon père, comme tous ces hommes, en réalité, suffisait de les écouter. Je parle malheureusement au passé parce que la plupart sont morts ou en train de mourir, démographiquement, c'est ainsi. Euh, Et il suffisait de les écouter pour se rendre compte du torrent de poésie qu'ils avaient en eux. Ces hommes qui ne savaient pas lire et écrire, et du reste, grande leçon d'humilité parce que même pour quelqu'un qui a cumulé les diplômes, je me dis finalement, c'est nous les illettrés. Quand on écoute ces hommes, vous vous dites, mais quelle beauté, quelle puissance, quel imaginaire. Euh, et ça pousse vraiment à l'humilité. C'est un livre, comme tous les livres que j'écris d'ailleurs, qui pose toujours la même question. C'est quoi la vraie pauvreté? C'est quoi la vraie richesse? Euh, et quand, par exemple, en kabyle, on vous dit Tahbout yetej, l'omelette du soleil, euh, c'est une image absolument magnifique qui désigne ces couleurs orangées, jaunes dans le ciel, que ce soit à l'aube ou au crépuscule. C'est vraiment des images magnifiques, c'est un imaginaire magnifique. Et puis cette relation à l'au-delà aussi, cette relation spirituelle qu'ils nous ont léguée. Je crois que nos sociétés souffrent énormément d'un manque de spiritualité aujourd'hui, d'un manque de sens. On est davantage dans l'avoir que dans l'être. On est avant tout obsédé par l'acquisition et pas forcément par le partage. Et je pense que ces hommes-là avaient beaucoup à nous apprendre sur le savoir-vivre en réalité. On parle de la nouvelle génération, souvent des termes très péjoratifs, souvent à des fins très politisées, hein, malheureusement. Moi, j'invite à renouer avec la civilisation extraordinairement riche de laquelle ces jeunes viennent, en fait, dans le sens ça c'est où sûr. elle permettra d'apprécier d'autant plus notre époque, notre société actuelle aujourd'hui. Je pense qu'on peut être profondément français et aimer profondément ses origines. Ton livre a reçu bon nombre de prix depuis qu'il est sorti, au mois de septembre de l'année dernière. Ça va du
du Grand Prix de la Mosquée de Paris, un prix également de l'Académie des Arts et des Belles Lettres de Caen. Caen, qui est la région d'où tu es originaire, la Oui, Normandie. et je suis très touché par le prix de l'Académie de Caen parce qu'effectivement, j'ai grandi, en Normandie. Mon père est arrivé, en Normandie, à Caen, dans la banlieue de Caen, pour travailler pendant des décennies à la Société métallurgique de Normandie. Et donc, c'était bouleversant pour moi de revenir après, presque un quart de siècle, à l'usine même de la Société métallurgique de Normandie, ou ce qu'il en reste, et d'être au pied de cet immense, chaudron, même si Oui. c'est un même si c'est une immense structure métallique, Oui. c'est bouleversant. Ça m'a fait l'effet d'un mausolée, en réalité. Je me suis dit: «Mais c'est un mausolée à la dignité de tous ces hommes, en fait». Et c'est émouvant parce que j'ai pensé à ces milliers d'hommes qui ont travaillé, toutes ces familles derrière. Et quand l'usine a fermé en 93, elle a laissé, tellement de gens, de côté, En détresse. comme sou et c'est affreux cette détresse-là. Il y a une eff il y a une culture ouvrière très, très forte, à Caen, et il y avait une solidarité que j'ai ressentie. J'ai été très, très bien accueilli par les Caennais, des amphithéâtres, bondés de bienveillance, et vraiment j'ai été extrêmement, extrêmement touché par l'accueil, et c'était beau de voir que cette émotion était partagée par tous, quelles que soient leurs origines. Hem, J'insiste là-dessus parce que nos origines, elles doivent nous servir à aller de l'avant, à être encore plus généreux, certainement pas à se braquer, ni à accuser, ni à être, dans quelque chose qui pourrait ressembler à de la tension communautaire. Heu et j'étais ému par, cette culture ouvrière qui nous a, tous liés à Caen. Quand mon père a pris sa pré-retraite forcée, je le raconte dans le livre, c'est en réalité du monde qu'il s'est retiré. Il est devenu ensuite complètement mutique. Il s'est enfermé dans une sorte de solitude, et je sentais bien qu'il, Il y avait quelque chose. oui, qu'il y avait beaucoup de choses, et la guerre d'Algérie occupait, beaucoup, beaucoup de place là-dedans. Hem Et ça m'a bouleversé, et donc à sa mort, il a fallu que je raconte cette histoire. Je devais la raconter. Je pense que, hem, à la question: «Est-ce que ça aurait été bien qu'il soit au courant?» Je pense qu'il est au courant, et je pense qu'il a toujours Il su le qu'un jour sait, oui. j'écrirais sur lui. D'abord enfant, j'écrivais, donc il a toujours su que j'écrivais. Ce que j'ai été Heu, dire, tu racontes effectivement, et tu retrouves d'ailleurs récemment, tu revois une de tes institutrices, c'est comme une évidence quand tu es gamin de cette volonté d'apprendre la langue française, tu dévores les livres et en même temps c'est un moyen existentiel pour toi, presque un moyen de survie. oui, c'est drôle, que tu évoques ça parce qu'effectivement, à cette rencontre à Caen, je rencontre mon institutrice, de CP, 37 ans après, qui arrive avec, très émue, Nicole, Dérault, à qui je rends hommage, et qui, arrive avec, la photo de classe et une très belle carte, et on était bouleversés, et c'est beau de se dire que c'est ça aussi la République à laquelle, je veux rendre hommage. C'est des hussards de la République, c'est des gens extraordinaires qui donnent tout, et pour venir à ma rencontre 37 ans après avec la photo de classe, est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est indicateur de la générosité de ces instituts, de ces profs, de Nicole L'abnégation. Déron en particulier, de l'abnégation. On était des têtes de cailloux, on est en ZEP, on n'a pas vocation à forcément être les élèves les plus faciles. Moi, j'étais très sage, pour être sincère, mais je comprends la difficulté de ces métiers-là dans ces quartiers-là. Et je trouve magnifique cette persévérance, cette abnégation des profs, des instituts. J'avais aussi, ma prof, de collège quand j'avais, 12 ans, avec qui je faisais notamment du théâtre, Sylvie Milliard qui était là également. C'est extraordinaire, des anciens camarades, enfin, l'accueil était très, très beau. Tout le tissu associatif aussi en Normandie qui était extraordinaire, et donc je raconte, toute cette vie dans le livre, parce que je reviens au sujet de départ, et et l'histoire de mon père, c'est vraiment l'histoire, de ces solidarités-là aussi, et
Un homme senti vraiment, au-delà de mon père, c'est vraiment l'histoire de toute cette génération d'hommes, d'immigrés et ces femmes aussi. C'est aussi l'histoire de ma mère. Heu, nous étions 9 enfants et l'idée, c'était de survivre, hem et donc on a affaire à un héroïsme ordinaire, hem, heu, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Comment faire pour, garder, son sang-froid, nourrir ses 9 enfants tous les jours dans la difficulté, les 2 étant complètement analphabètes? C'est, faire preuve de beaucoup d'imagination, hem et hem et pour moi, c'est encore une fois une immense leçon de Mmh. dignité. C'est mon père, ne s'est jamais plaint, c'est ça aussi qui m'a bouleversé, il a subi, plusieurs accidents, du travail à l'usine et à un moment donné se retrouve avec un front cabossé comme une voiture et il sort du coma le lendemain et dès le lendemain matin, il repart à l'usine. C'est-à-dire il prend même pas une journée de repos et ça m'a beaucoup interrogé enfant sur la valeur d'un homme, en fait. Dans 120 francs, le livre précédent, 120 francs, c'est aussi la question de la valeur d'un homme puisque c'est la pension de veuvage. C'est l'argent que devait toucher la femme, l'épouse, si son mari mourait dans les tranchées et encore fallait qu'elle postule, je précise. Hem, donc 120 francs, c'était le prix du Le prix d'un malheur, homme, ouais, le prix d'un le homme prix de la vie. et là, un homme senti, c'est la question de la valeur d'un homme aussi. Tous ces hommes qui nous ont tant donné, qui ont si peu reçu finalement. Quelle était leur valeur? C'était finalement de la main-d'œuvre ouvrière pas chère, si on pose les choses sans aucun ressentiment, mais sans aucune naïveté non plus, sans aucun eugénisme. C'était des hommes qui avaient très très peu de valeur, que le capitalisme a broyé, a utilisé, et qui, malgré tout, ont apporté beaucoup beaucoup de lumière à ce pays. On reconstruit le pays d'après-guerre. On, on montrait vraiment, on démontrait une exemplarité tant sur le comportement, sur le dévouement, comme d'ailleurs quand ils étaient soldats. Heu, dans les tranchées, les tirailleurs étaient connus pour être des soldats vraiment, très, déterminés. Leur courage était très, très, très réputé. Les tirailleurs ont été de la chair à canon, c'est vrai. Mmh et puis on s'est retrouvé avec de la chair à usine, hem et maintenant de la chair à médias. C'est-à-dire que la nouvelle génération est caricaturée. Elle sert à nourrir des caricatures souvent populistes, notamment pendant les campagnes présidentielles. Puis ces injonctions identitaires, on nous renvoie constamment à cette idée qu'on appartient à un autre pays, à d'autres origines. Je suis même désolé d'avoir à dire «on» en réalité. Je suis Bah, embarrassé d'avoir à parler comme ça c'est la maintenant réalité pourtant, 2023. c'est la Oui, réalité. Mmh. oui, et je trouve que si on essaie de trouver, quelque chose de positif à tout ça, parce que c'est le propre de ma démarche, c'est que je refuse d'être une victime, je leur ferai pas ce cadeau. C'est, c'est la littérature, c'est le pouvoir de l'école. C'est Victor Hugo qui disait, «Ouvrir une école, c'est fermer une prison». Je dirais: «Ouvrir un livre, c'est fermer une prison» et j'invite, toutes les démarches, qui consistent à ouvrir la littérature, l'art, le théâtre à la jeunesse, je les invite vraiment à continuer du fond du cœur parce que l'avenir est là. Et ton avenir immédiat, c'est que tes livres sont enseignés dans les écoles, dans les collèges? Ou vont Alors l'être prochainement? je reçois beaucoup de messages Sollicitations? très chaleureux Mmh. de profs, de sollicitations, d'invitations, de profs qui le partagent dans leur programme déjà. Et j'en suis ravi parce que effectivement, si ça peut nourrir un dialogue serein, apaisé, constructif, j'en suis vraiment ravi. Tu trouves légitimité finalement dans ce travail d'écrivain qui est souvent un travail seul. Finalement, le résultat, il est quoi? Tu t'attendais à ce résultat, cette véritable vague d'enthousiasme? Tu y étais préparé ou c'est finalement quelque Pas chose que du tu tout, gères? pas du tout. Non, non, c'est un drôle de métier d'écrire, hein. D'abord, faut pas écrire si on veut faire de l'argent. Soyons très, très clairs. C'est un drôle de métier. Moi, je m'attendais à pas grand-chose. Je me suis dit: «Mais qui va s'intéresser à mes histoires d'immigrés?» C'est des histoires d'hommes qui ont rasé, les murs toute leur vie. Je me suis dit: «Mais d'abord les médias, ça les intéresse pas forcément». Ils aiment les histoires de voitures brûlées, ils aiment, les histoires d'attentats, ils aiment, les clichés, mais ces histoires d'hommes dignes, je pense que ça n'intéresse pas grand monde au départ. En tout cas, c'est l'a priori, et
Et je dois dire que je dois beaucoup notamment à Léa Salamé qui a adoré, la rédaction de France Inter qui a adoré le livre. Je le dois beaucoup à Étienne de Montetti du Figaro. Je dois beaucoup à tous ces grands journalistes qui ont adoré le livre et qui se sont emparés de leurs convictions et qui ont partagé leur enthousiasme. Et ça a fait un immense effet boule de neige. Et vraiment, par principe, on ne s'attend pas à cette avalanche. J'en suis vraiment encore aujourd'hui très surpris. Euh, mais je suis rassuré sur le fait qu'effectivement, les lecteurs et les lectrices, en fait, sont très exigeants. Euh, Ils ne demandent qu'à découvrir des livres exigeants. Encore faut-il que les médias les relaient. Et en l'occurrence, c'est le cas. Donc vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude à leur endroit aujourd'hui. Et je remercie d'ailleurs toutes les lectrices et les lecteurs qui m'envoient constamment des très beaux messages. Donc, l'amour et l'avalanche continuent et pourvu que ça dure. L'œuvre sans titre, le choix du titre, on l'a peut-être évoqué très rapidement tout à l'heure. Sans titre, dans le sens où il n'avait que sa carte de résidence ou sa carte d'ouvrier, mais il n'avait pas de titre de noblesse, il n'avait pas de titre de propriété, puisqu'il est d'une génération qui a été spoliée, dont les terres ont été spoliées. Donc jamais, en fait, ces hommes n'ont eu d'autres titres que des titres dérisoires. Et le titre en latin, ça veut dire l'inscription. Et je voulais redonner un titre autrement que dans les longues listes des tranchées ou des usines. Je voulais donner un, un titre de reconnaissance, un titre de noblesse à ces hommes qui, pour moi, sont des princes. C'est une génération de princes. Ça vaut pas pour les mères de famille également. C'est une génération vraiment qui n'avait pas d'armoirie, mais qui n'avait rien à envier à ces personnages de littérature avec du panache. Je pense que dans leur discrétion, et ça c'est contre-intuitif parce qu'ils étaient effectivement des hommes qui baissaient la tête, qui allaient à l'usine avec leurs gamelles de fer cabossées, leurs riz en sauce, et qui donc se prêtent à tout sauf à l'idée de panache. Mais pour moi, c'est du panache, ça. C'est une telle dignité de prendre le bus tous les matins, d'aller nourrir ses enfants tous les jours. C'est extraordinairement brave, c'est extraordinairement courageux. Tu imagines, toi, la force intérieure qu'il faut pour renouveler ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans des Et conditions qu'on ose à peine imaginer. qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend un RTT pour aller chez le coiffeur. Je le dis toujours et je le répéterai partout, hein, qui voudra m'entendre, si je pouvais avoir qu'une miette de cette dignité-là, j'en serais très heureux, vraiment. Je pense que la transmission s'est opérée naturellement. C'est très heureux, merci. On parle de mon Algérie à moi, c'est la thématique globale de ces entretiens que je mène depuis quelques mois maintenant. Que te reste-t-il de l'Algérie? Je suis né en Algérie, moi, 40 ans jour pour jour après la visite d'Albert Camus. Donc c'est assez troublant. Message fort. Et c'est un message fort. Qu'est-ce qui me reste de l'Algérie? Tout, 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 tout. Moi, l'Algérie, je ne l'ai jamais quittée, elle ne m'a jamais quitté. Tout ce que j'écris, c'est pour rendre hommage à l'Algérie. Et c'est pour euh, aussi dissiper des malentendus sur l'Algérie. D'abord donner une chance à l'Algérie d'être racontée qu'autrement que par des clichés réducteurs. D'abord donner à l'Algérie, parce que qu'est-ce que l'Algérie? L'Algérie, c'est ce qu'on en entend et c'est ce qu'on perçoit. Et je pense que la littérature, c'est de réajuster un petit peu ces perceptions-là. C'est aussi d'évoquer cette jeunesse, notamment de l'immigration algérienne. Parce que l'Algérie, c'est cette capacité historique extraordinaire à se déployer dans le monde. Euh, L'Algérie n'est pas, comme la France n'est pas que des frontières, l'Algérie n'est pas qu'un ensemble de frontières. L'Algérie, c'est un potentiel, c'est une jeunesse. Euh, 2 personnes sur 3 en Algérie ont moins de 30 ans. C'est un vivier d'énergie extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'optimisme pour l'Algérie. C'est un amour de la liberté. L'Algérie, c'est aussi une grande tradition littéraire. Je suis passionné par Mohamed Dib, par Mouloud Ferraoun, par toute cette littérature francophone algérienne, Albert Camus, euh, tous ces auteurs, quelque part, c'est comme si toute cette génération des années 40, 50 en Algérie, jusqu'à Kateb Yassine, jusqu'aux années 80, c'est comme si toute cette génération-là avait préparé le terrain pour nous. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude à leur endroit. Euh, Ils nous ont autorisés à réinvestir cet héritage. Ils nous ont appris qu'en fait, les ruines de Tipaza faisaient partie de nous aussi.
et que cet héritage-là nous invitait à aller de l'avant aussi, que ce n'était pas une prison, euh, et que la langue française nous appartenait aussi, et que cette Katabi Yassine, on connaît Ouais, on tous disait cette putain de guerre. citation, ce Mm. fameux butin de guerre. Je pense parfois il est mal compris d'ailleurs par cette citation. Il y a quelque chose qui peut paraître un peu hostile. Il voulait dire par là que la langue française est très belle et qu'elle est digne d'un trésor, d'un butin. En réalité, il n'y a pas forcément de ressentiment là-dedans quand il dit ça. C'est intéressant comme on peut instrumentaliser une citation hors contexte aussi. Tant de Euh, choses. Kateb Yassine, pour ne parler que de lui, c'était un homme extraordinaire. Alors, c'est drôle parce que tu me poses la question, qu'est-ce que je retiens de l'Algérie? Je te donne des noms. Je te donne Assia Djebar, je te donne tous ces êtres qui ont écrit pour l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est d'abord un pays d'écrivains. L'Algérie, c'est un jeune pays, relativement parlant. Et on a besoin de se retrouver quand on est jeune. On a besoin de faire la fête, mais on a aussi besoin de pleurer ensemble. La littérature, c'est cet endroit où on peut enfin, parce que les Algériens sont très fiers, euh, ils cachent leurs larmes, ils cachent leur pauvreté, ils cachent tout ce qui n'est pas beau à voir. Euh, et ils vous donneraient tout, même s'ils n'ont rien. Et c'est cette générosité-là aussi que la littérature doit raconter. Euh, Moi, mon but, en fait, c'est de transmettre cet amour-là de l'Algérie, en réalité. Euh, J'étais très touché par le prix de la Grande Mosquée de Paris, aussi pour ça, parce que c'était l'occasion d'avoir un... Je l'ai dit au recteur de la Grande Mosquée, je lui ai dit, moi j'ai l'impression qu'à travers ce prix, c'est mon père qui me répond. Et parce que mon père était très croyant. Euh, il était très croyant, mon père c'était quelqu'un de très humble, très simple, il ne faisait pas de politique. D'abord, il ne connaissait rien de la politique, ça ne m'intéressait pas du tout. Il n'avait pas le temps, Il je pense. Du coup, c'était il pas dans ses il avait, préoccupations il avait pas le quotidiennes. temps, et puis je le dis dans le livre, pour lui, Jean Jaurès, c'était le nom d'une rue du quartier de la Guérinière à Caen, quoi. C'était, c'était, il n'avait pas de conscience politique, mais du reste, ils étaient formatés pour ne pas avoir de conscience politique. Euh, mais donc l'Algérie, je digresse, mais l'Algérie, c'est cette prise de conscience d'un avenir à créer, en fait. On a hérité de ça parce que nous, les enfants des indépendantistes, on est dans cette question de créer un projet de société, en réalité. 62, c'était hier. Euh, et c'est formidable de réinvestir cette énergie, cet enthousiasme, de se dire, bon, très bien, on a parlé des douleurs, maintenant on va essayer de parler dans la joie de ce qu'on peut faire ensemble, de ce qu'on peut mettre en Construire. place ensemble. Je repense d'un seul coup à Tao Samrou, je repense à Je Jean pensais à Jean Amrouche, Amrouche, oui. Je pensais à Jean je Amrouche en repense. t'écoutant. Ouais. Vous savez que d'ailleurs, tu sais d'ailleurs que Jean Amrouche, c'est celui qui a vraiment inventé les interviews telles qu'on les connaît aujourd'hui. Oui. C'est c'est extraordinaire cette inventivité-là. Euh, En tout cas, j'ai envie de réinvestir cette capacité à imaginer un pays ensemble. L'Algérie, c'est ce que l'on en fait, hein, c'est ce que l'on veut bien en faire. Il y a tellement de bonne volonté, il y a Kamel Daoud, il y a Boualem Sansal, il y a tellement d'auteurs et d'autrices plus intelligents les uns que les autres. Il y a un vivier. Je pense qu'il faut que l'on soit apaisé dans notre manière de communiquer les uns avec les autres. En fait, un des grands drames de l'Algérie, c'est qu'on n'a pas encore appris vraiment à prendre le temps de s'écouter les uns les autres sans se juger. Euh, et ça va venir, et j'ai confiance en la jeunesse pour avancer là-dessus, pour être capable d'accepter nos différences aussi, d'accepter nos différences de point de vue, nos différences en tout genre, et de commencer à les envisager comme des richesses. Euh, et la littérature, encore une fois, a beaucoup à faire sur ce champ-là. Et je suis très, très optimiste. Moi, j'adore l'Algérie. Je recommande à quiconque nous écoute et qui n'a pas encore visité la terre probablement de leurs ancêtres, parce que je sais qu'on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Je les invite à se rendre en Algérie, à découvrir Alger, à découvrir Oran, Tlemcen, la Kabylie, euh, tout, toute l'Algérie, à descendre jusqu'au Sahara. C'est un pays absolument sublime, euh, une histoire absolument sublime. Donc la question de ce qui me reste d'Algérie, c'est vraiment, pour moi, tout est resté en Algérie, tout est resté en moi d'Algérie. Euh, et l'œuvre littéraire, elle donne une place centrale à l'Algérie aujourd'hui. Euh, et c'est pas une question à laquelle je réfléchis souvent et à laquelle
Mohamed Dib, lui, avant de mourir, réfléchissait beaucoup. Est-ce que l'écrivain algérien doit sortir des frontières de l'Algérie? C'est intéressant parce que lui était vraiment d'une autre génération. Et bizarrement, la question peut se poser encore aujourd'hui. Mm. Mais je pense que s'imposer de sortir des frontières culturelles de l'Algérie, c'est tout autant en être prisonnier que de s'imposer d'écrire que dans les frontières algériennes. Je pense qu'il faut juste avoir envie d'écrire sur ce que l'on écrit, tout simplement. C'est une liberté extraordinaire. Moi qui suis fils de prolétaire, euh, j'ai souvent envié les écrivains, c'est un pléonasme, les écrivains bourgeois, parce que c'est vrai qu'il y a une domination dans le milieu culturel. Les Oui. écrivains sont souvent 95% des bourgeois. C'est une donnée sociologique évidente et de reproduction de classe, etc. Et souvent, je me suis retrouvé à les envier parce qu'il y avait chez eux une insouciance que je ne connaissais pas. Et il y avait chez eux une sorte presque de je m'en foutisme, une envie de... Et souvent, ils vous parlent de torturer la langue, ils vous parlent de détruire, de tordre le cou au verbe, d'expérimenter des choses. Alors que moi, c'est pas du tout ça ma Mm. démarche. Ça, c'est Moi, ma l'amour de la démarche, belle c'est langue. oui, absolument, c'est la belle langue. C'est l'unification des projets de Louis XIV. C'est pour ça que l'Académie de Caen s'appelle des belles lettres, parce que Louis XIV avait imposé cette qualification des belles lettres. C'est-à-dire que l'idée, c'était de créer, de faire nation, de faire en sorte que la France soit reliée par une et belle même langue. Et donc, pour moi, les belles langues, c'est quelque chose qui me touche profondément. La belle langue française, parce que finalement, c'est celle qui se rapproche le plus du kabyle en réalité. Il y a quelque Ça. chose de très, très, très distingué dans la langue L'anglais, kabyle. l'anglais, l'anglais, c'est très proche du L'anglais, kabyle. c'est vrai, Oui, oui. tu trouves? J'ai Oui, fait aussi. parler, j'ai fait parler de ma maman qui est en France depuis juin 58. Je lui ai fait prononcer phonétiquement une phrase en anglais. Je t'assure qu'aucun accent. Oui, parce que c'est drôle que tu dis ça. Moi qui suis là à l'heure où on se parle dans ma maison d'Angleterre, les Anglais, et j'ai aussi un passeport britannique, donc on peut parler d'une succession d'identités, enfin Mm. euh, les Anglais en termes linguistiques, par exemple, on a le H aspiré. Ils disent ham, par Mm. exemple, ou ils disent happy. Ils insistent sur le H aspiré, alors qu'un Français qui ne connaît pas d'autres langues, il va dire happy. Ouais. C'est pas du Mm. tout la même chose. Euh, donc, c'est vrai qu'une personne qui a un substrat kabyle va parfaitement prononcer un certain nombre de mots anglais, ce qui ne sera pas forcément le cas d'une personne née Mm. avec ou sans, en tout cas, un substrat kabyle. Donc, c'est vrai que c'est pas faux cette idée. Mais par là, j'entendais surtout l'élégance, en fait. Je repense beaucoup à une vieille interview de Mohamed Dib Le et flegme. cet homme, il parlait comme un aristocrate de la fin du 19e siècle. Il avait cette élégance extraordinaire. Et je me dis, mais c'est cette algérianité, hein, c'est pas que le kabyle, c'est cette algérianité-là, ce flegme, ce panache, cette allure, ce calme aussi. Je trouvais que c'était, enfin, je trouve ça très émouvant et donc pour moi, les belles lettres, c'est très important. Et puis au passage, c'est comme dans l'art tout court, avant de faire de l'abstrait, il faut peut-être apprendre à faire du figuratif à peu près correct. Et avant de faire de l'expérimentation sur la langue, j'inviterai d'abord à maîtriser les bases. Et, et Dieu sait qu'il y a du travail. Après, torturer, mais quelle idée, quand les mots sont si délicieux et qu'ils vous le rendent bien, euh, pourquoi les maltraiter autant? Euh, S'appelait Xavier Leclerc. Toi et moi, on sait qu'on est originaire d'Algérie, de Kabylie. Xavier Leclerc n'est pas ton nom de baptême. Non, pas du tout. Mon nom de naissance, c'est Haït Taleb. Et le clerc, c'est la traduction de Haït Taleb, puisqu'un Taleb, c'est un clerc. Et au départ, ce changement de nom était nécessaire parce que j'ai vécu, comme beaucoup de gens, la discrimination à l'emploi. Euh, J'avais 2 masters à la Sorbonne et je ne recevais aucune réponse, aucune invitation pour des entretiens et j'étais condamné, comme beaucoup, à ne faire que des emplois sous-qualifiés. Visiblement, il y avait des noms plus propres que d'autres. Et mon entourage m'a fait la remarque et je me suis fait une raison à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, je vais traduire mon nom et on verra bien. Et j'ai simplement traduit mon nom au départ avant même de changer ça sur le plan administratif et de l'assumer complètement.
Et à mon grand étonnement, une semaine après, je recevais vraiment des centaines d'appels, alors que je n'avais aucun écho auparavant. Et très très vite, je me suis rendu compte qu'effectivement, je venais de traverser le miroir. Et c'est très compliqué, une fois qu'on a traversé le miroir, et de goûter à cette liberté que je ne connaissais pas avant, Mm. cette déférence que je ne connaissais pas avant, ces invitations que je ne connaissais pas avant, ces titres que je ne connaissais pas avant. Euh, c'est très compliqué de faire marche arrière. Et puis, donc, au départ, c'était une démarche dans la douleur, vraiment. J'invite personne à le faire parce que je souhaite cette douleur à personne, en réalité. Si on veut vraiment le fond de ma pensée, je le souhaite à personne. C'est des noms très, très beaux. Et d'y renoncer, c'est terrible de faire ça à quelqu'un. C'est terrible. Euh, Maintenant, c'est mon choix, je l'assume. C'est ce que j'ai eu comme ressource pour m'en sortir. Et en ça, j'ai respecté l'héritage de mon père, qui n'est certainement pas de se plaindre ou de se transformer en victime, mais d'avancer, de Mm. continuer d'avancer. Et puis après cette douleur, et je conclurai là-dessus, c'est devenu une source d'apaisement. Euh, une source d'apaisement dans la mesure où je me suis rendu compte que ça m'a permis d'accéder à des postes importants et ça m'a permis d'accéder à une certaine sérénité matérielle et morale qui m'a permis ensuite de me créer des conditions pour pouvoir mieux raconter mon héritage, pour pouvoir aussi mieux dénoncer la discrimination, par exemple. Il y a des gens qui parfois, malheureusement, confondent le médecin et la maladie. Moi, je suis là pour faire le diagnostic et pour vous dire, attention, il y a des problèmes de discrimination. Ne me confondons pas avec la maladie que je dénonce. Et puis, à ceux qui se posent la question d'hommes politiques populistes à qui je ne veux pas faire de pub ici, je Non, leur moi dis, non mais plus. je n'ai rien à voir à faire, je n'ai rien à voir avec des gens comme ça ou leur démarche. Je ne suis pas du tout dans une forme de haine, ni de mépris, ni quoi que ce soit. Je passe mon temps à écrire des livres pour rendre hommage à ces hommes damnés de la terre, à ces immigrés, à ces tirailleurs. Pourquoi voulez-vous que je les méprise par mon changement de nom? Mon changement de nom, c'est ce qui me permet de parler d'eux aujourd'hui. C'est ce qui me permet de vivre correctement aujourd'hui. C'est ce qui me permet d'aller vers d'aller vers le dialogue. Donc, c'est une source d'apaisement aujourd'hui que j'ai payé très cher, comme toute naissance. Euh, et donc, j'espère que les gens qui m'écoutent trouveront dans leur cœur de comprendre, eux qui ont vécu souvent ce que c'est que la discrimination. De toute façon, c'est très simple. Ceux qui ne me comprennent pas en général, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de me comprendre ou Mm. qu'ils n'ont jamais vécu eux-mêmes toute forme de discrimination. Quand on, je disais ça à un ami très bourgeois bohème de gauche qui me faisait la morale sur mon changement de nom. Je lui disais, mais appelle-toi Mohamed une semaine et après reviens me On voir. en reparle. Mm. Essaie de trouver un logement, essaie de trouver un job, et puis soyons sérieux 2 minutes. Appelle-toi Mohamed une semaine, juste une semaine. Mets-toi dans la peau d'un Mohamed. Prends une réservation au nom de Mohamed. Vois un peu comment on te parle. Vois un peu la brutalité du quotidien. Et puis après, reviens me voir. Et après, Euh, on débrief, exactement. et Mm. après, on débrief. Et c'est pour ça que je tiens à dire à tous ceux qui m'écoutent, qui ont gardé leur nom maghrébin, parce que c'est aussi une autre génération. Moi, je suis d'une génération où il y avait que ton frère qui était à la télé. Il n'y avait pas de diversité. Euh, Ton frère, c'était un pionnier pour nous tous. Je lui rends hommage là, tout de suite, Gentil. parce que, parce que voilà, il a fait partie de ces rares personnes euh, qui ont créé un début de visibilité. Mais à l'époque, donc, à part lui, à part vraiment de très très peu de gens, il n'y avait vraiment pas de possibilités. On était voué à des métiers manuels, des métiers sous-qualifiés. Rien de mal à ça. Mais quand on a des diplômes, c'est un peu compliqué de le justifier. Et donc j'espère, voilà, j'espère que Le tous ceux message est qui m'écoutent passé. Oui. comprendront. Tu sais, j'hésitais, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, cette amitié naissante et ce respect, j'hésitais à poser la question et je pense que c'était important de l'envisager pour évoquer cette question. On ouvre la Oui, parenthèse et on la ferme pour lever toute ambiguïté. Et puis, comme tu disais, ceux et celles qui ne comprendront pas, mais on oui. ne peut pas les forcer J'ai à. j'ai reçu tellement d'amour et de bienveillance et de compréhension de beaucoup, beaucoup de gens qui me disent qu'ils comprennent. Donc, je suis heureux aussi d'apporter quelque chose de nouveau parce que dites-vous bien, je dis vous parce que je m'adresse à tout le Oui, monde, j'ai bien que compris. c'est un acte libérateur. Sortez de l'injonction identitaire. On n'a pas à être un clown sur scène et à faire rire les gens. On peut aussi devenir des intellectuels, on peut aussi devenir des cadres supérieurs, on peut aussi devenir des gens sérieux. Et on n'est pas obligé d'être dans des caricatures permanentes.
Et donc, changer de nom, pour moi, c'est de dire à un moment donné, on va aussi changer de nom N-O-N. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement les mêmes personnes qui diront non. Je peux dire non à certains postes, je peux dire non, c'est un luxe. Je peux dire non à certaines sollicitations parce que je me suis mis dans une position de succès aujourd'hui. Et donc, ce changement de nom, c'est libérateur. Et quoi de plus beau que cette tradition de libérateur quand on a des origines algériennes? Et quoi de plus beau que cette tradition de liberté quand on aime autant la France? Ouais. Et quand on vient, quand on est des Amazirs, toi et moi, on appelle Des hommes Amazirs libres, les hommes libres. Merci, bien sûr. merci beaucoup, Xavier.